Il y a plusieurs grands reporters, et puis il y a une catégorie un peu particulière qui sont les reporters de guerre. Ce sont des gens qui sont destinés à aller que dans des endroits ou des théâtres d'opération. Il peut y avoir la blessure de trop. Moi, ça a été mon cas, mais j'arrivais aussi en même temps à un âge où on court beaucoup moins vite, quoi. Donc voilà, rencontre fortuite d'une requête et d'une jambe, ça n'a pas fait bon ménage. Bon, je me suis dit, je cours beaucoup moins vite, il va falloir que je me calme. Eh ben, cet événement, ce dernier événement, c'était à Bassora, c'était en Irak, pendant la guerre d'Irak. Trop d'assurance, trop sûr de moi. C'est ce qui arrive quand on a fait beaucoup d'années sur ce type de terrain. Et c'est peut-être aussi là le signe qu'il faut arrêter. Il faut éviter le reportage de trop. Parce que le reportage de trop, malheureusement, on sait comment il finit. Juste après, je suis un peu sonné. Je suis un peu sonné parce que je ne comprends pas ce qui m'arrive, même si dans l'absolu, je m'en veux, parce que je sais que c'est de ma faute. J'ai cette envie de repartir. J'ai quand même cette envie de repartir derrière. Je me fais soigner, évidemment, je suis rapatrié en France, bon, ça, on va passer les détails. Mais au bout d'un certain temps, j'ai envie de repartir. Mais en même temps, je me pose quand même beaucoup de questions. Je me disais, j'arrivais à un âge où il fallait peut-être faire autre chose. Il fallait peut-être s'arrêter, parce qu'en plus, je voyais j'ai eu deux de mes collègues qui se sont fait tuer. Ça calme un peu là, quand même. On se dit, bon, j'ai pas vu mes gosses grandir, j'ai rien fait de ma vie, quoi, en fait, à part sillonner dans des pays, quoi. Donc, à un moment donné, ouais, on se pose des questions. Hein. On se dit, il faut arrêter, il faut faire autre chose. J'ai perdu certaines de mes habitudes, parce que c'est vrai que quand vous rentrez d'une zone de guerre, je vais donner un exemple qui est concret, vous traversez une rue en courant, c'est systématique, une habitude. C'est une habitude que vous gardez pendant un certain temps. Au même titre que vous n'êtes pas patient du tout. Je suis d'une impatience terrible. Il y a des choses qui m'agacent. Je dis toujours que dans une zone de guerre, pour les gens, c'est substantiel. À Paris, c'est existentiel. En gros. Donc moi, j'avais rien à prouver à qui que ce soit, je m'en foutais royalement. Mais je ne supportais pas que les gens se plaignent. Et je l'avais dit une fois, on en discutait, et je disais, mais même mes enfants, je ne supporte pas que mes gosses se plaignent. Quand il y a 15 jours auparavant ou une semaine auparavant, vous avez vu des gosses découpés à la machette ou je ne sais trop quoi, ou pendus, ou tout ce que vous voulez, on a du mal à entendre son gosse qui est en train de se plaindre parce qu'il n'a pas eu sa PS4. Ça passe mal. Donc pas aimable. Donc pas sympa. Difficile à vivre même pour des enfants. Parce qu'eux ne comprennent pas tout ça. Hein. Ce qui est logique. J'habitais à Paris à l'époque, je rentrais de tournage, alors je ne sais plus sur quelle voie j'étais, je me demande si c'était pas le Rwanda ou un truc dans ce style-là. Et en fait, j'ai commencé à faire ce qu'on appelle des crises d'angoisse. Je ne savais pas du tout d'où ça venait, ce truc-là. Moi, j'ai même pas pensé à la crise d'angoisse, hein, j'ai pensé à un problème cardiaque. Hein, parce que j'étais pris, j'avais peur, j'étais pas bien, enfin, c'était pas terrible. Et donc, pensant que je faisais un problème cardiaque, ben, j'ai appelé le SAMU. Donc voilà, et puis bon, ils ont su qui j'étais, donc on m'a pas amené à l'hôpital le plus proche, on m'a emmené directement à Percy. Et à Percy, ben, ils ont vu ce que c'était directement, parce qu'ils ont l'habitude. Et là, je me suis retrouvé en service de psychiatrie. Et on m'a dit, ça a été très clair, hein, l'hôpital militaire, il rigole pas. C'est-à-dire qu'on sait quand on y rentre, on ne sait pas quand on en sort, et puis eux, ça a été clair et net, c'est vous ne sortirez pas. Bon, donc voilà, ça s'est fait comme ça. Donc j'ai essayé de comprendre pourquoi. Et ils m'ont dit, voilà, vous avez vécu des trucs qui sont totalement traumatisants. Ils étaient d'ailleurs étonnés que je n'ai jamais vu qui que ce soit, que j'en ai jamais parlé. Ils ne comprenaient pas. Hein. C'était pour eux, j'étais un ovni. Et en fait, quand je suis resté là-bas, je me souviens de la première semaine où là, je me suis muré dans la chambre. Je refusais de sortir, je refusais de manger avec les autres, etc., etc. C'est-à-dire, je vivais ça comme une punition. Quoi. C'était pas normal. Quoi. Et puis, au bout d'une semaine, j'ai commencé à sortir, aller fumer dehors, discuter avec des militaires qui, eux, étaient réellement abîmés. Quoi. C'était des mecs, eux, ils avaient vraiment mangé. Quoi. Et au fur et à mesure, j'ai commencé un petit peu à m'ouvrir, mais plus avec eux plutôt qu'avec les médecins.
Ben, les plaies sont nombreuses. Il y a les plaies qu'on connaît, il y a les plaies qu'on ne connaît pas. Je me souviens à l'époque, notamment à Sarajevo, où on avait fait justement un hôpital psychiatrique qui était placé sur la ligne de front. Et ce reportage, on l'avait appelé « Les blessures invisibles ». Ça m'avait marqué, ce titre. Parce que là, on assistait à des types qui étaient des combattants, des gens tout à fait normaux, etc., et puis qui, du jour au lendemain, pourquoi, comment, ils avaient pété un câble. Alors moi, ça m'avait fait peur, en fait. Je pense que c'est pour ça qu'au bout d'un moment, à Percy, j'ai peut-être accepté le fait de rester sur place, parce que la première idée, c'était de partir. Hein. C'est simple. Je prends mes affaires, je leur dis rien et je me sauve vite fait. Et puis voilà, ni vu ni connu. Et en fait, je pense que là, j'avais peut-être eu une première prise de conscience qui s'est vite arrêtée. Quand j'en suis ressorti, je suis reparti sur d'autres terrains. Et puis après, j'ai oublié, je suis passé à autre chose. Je m'étais dit, voilà, crise d'angoisse, tu te prends un Xanax, ça c'est génial, ça fonctionne bien, et puis point barre, quoi. Je m'étais habitué à ce truc-là et j'ai continué à parcourir le monde comme ça. Hein. Le hasard, c'était le Covid. C'est-à-dire, je me suis retrouvé, comme des millions de personnes, coincé à la maison. Quand on est un type comme moi, habitué à être constamment à l'extérieur, à droite, à gauche, rester enfermé, c'est même pas envisageable. On ne sait pas ce que ça veut dire. Hein. On est des bêtes en cage. Hein. Il fallait que je trouve quelque chose. Et puis, j'ai commencé par faire du rangement. Et puis, je suis retombé sur des notes. Toutes ces notes que j'avais prises, notamment pendant la guerre en Bosnie. Et je me suis replongé là-dedans. Parce qu'à l'époque, je me rappelle, je m'étais dit, un jour, j'écrirai tout ça. Mais je me disais, je ferai ça quand je serai vieux. Donc, voilà. Et donc, je me suis remis dans cette écriture, d'abord dans la lecture de ces notes. Et là, je me suis dit, waouh! Ah ouais, quand même. Parce qu'il y avait plein de trucs que j'avais oubliés. Parce que le problème, c'est qu'on voit des scènes atroces, des scènes terribles. Et c'est incroyable, cette faculté avec laquelle on peut les oublier. Ça m'a toujours épaté. On a été des ultra exposés. C'est la différence. Alors, je ne sais pas, je suis incapable d'analyser pourquoi. Comment on réagit. Est-ce qu'on est normal? Est-ce qu'on n'est pas normal? J'en sais rien. Je ne sais pas. Je ne me suis jamais posé cette question. Pour moi, je suis normal. Mais je m'aime beaucoup. Donc, c'est normal. Donc, voilà. Maintenant, aux yeux des gens, ça paraît bizarre, quoi. Je vois dans les premiers chapitres que j'ai écrits et les rapports avec mon éditeur qui étaient scotchés, qui étaient blêmes en lisant les trucs, en se disant, mais ils savaient que c'était pas du cinéma, c'était pas du roman, c'était du réel. Et c'est hard. Donc quand je vois comment les gens peuvent se prendre ça dans le nez, en lisant, je me suis dit, mais comment ils auraient pu le vivre, eux, avec leur caméra sur l'épaule, quoi. La caméra, ça a été une source de protection énorme. Et souvent, on m'a reproché sur les terrains d'opération de ne jamais mettre de gilet pare-balles. Je voulais pas mettre de gilet pare-balles, moi je fais de la claustro. Donc un gilet pare-balles, c'est pas bon pour moi. Puis en plus, c'est très lourd, et quand il faut courir et sauter, c'est un peu compliqué. Je suis pas un grand sportif non plus. Donc j'avais pas ce moyen de protection. Mais par contre, je disais, moi, ma plus grosse protection, c'est l'œilleton de ma caméra. Pourquoi? Dans un œilleton de caméra, on voit en noir et blanc. Donc, quelque part, je me protégeais psychologiquement en me disant, c'est de la télévision ou du cinéma. Je voyais la scène en blanc. Mon autre œil était fermé, je voulais pas regarder. C'était ça. Ça, c'était la plus belle des protections que je pouvais avoir, elle était là, quoi. Je relis des papiers et je me dis, je n'ai pas envie de raconter mon histoire. Donc, c'est pas un truc biographique. Je me suis dit, je vais en faire un roman. Et qui plus est, un roman d'amour. Donc, ça n'avait rien à voir. Même si les faits racontés à l'intérieur du livre sont tous réels, j'en profite justement de ces moments réels que je détaille au maximum dans tout ce que je cherche. Je vais vraiment puiser très loin dans mes souvenirs. Là, je fais une véritable analyse. Hein. C'est-à-dire que quand je plonge quand je raconte l'histoire de l'hôpital Kosovo à Sarajevo, je décris l'ambiance, je suis replongé à l'intérieur. Je me vois encore à l'intérieur, les flaques de sang par terre, les chaussures qui collent là-dessus, etc. Je décris tout ça. Et d'un seul coup, quand on l'écrit,
quelque part, ouais, on a peur. La peur, elle revient. Alors, c'est la peur de je sais pas de quoi d'ailleurs, parce que je risque rien, enfin je risque plus rien. Mais bon, on se sent pas bien. On se sent pas bien parce qu'en fait, j'ai presque honte de l'écrire, presque honte de le faire découvrir aux gens, alors que quand j'étais sur le terrain, c'était une nécessité de le raconter. C'était une nécessité de le montrer parce qu'on a au fond de nous cette idée de se dire si ça pouvait faire bouger les gens et faire en sorte que cette guerre s'arrête, quoi. Parce que j'utilise même des termes, c'est-à-dire que je cherche pas à écrire des phrases en veux-tu, en voilà. J'y vais avec mes mots et quand je dis c'est une guerre à 2 heures de Paris, une putain de guerre, le mot putain a son importance, quoi. Parce que j'étais écœuré de ce que je voyais. Et je me disais, il faut qu'on fasse changer tout ça, quoi. Il faut que les gens bougent, il faut que les politiques bougent, il faut que le monde bouge. Il faut qu'on arrête ça. Donc j'étais perdu de ça. Et quand je relis les notes maintenant, waouh, j'ai honte. J'ai honte d'avoir montré des corps, j'ai honte d'avoir montré certaines scènes. Ça me fait du bien de vider mon sac. C'est-à-dire que je découvre des trucs que je m'étais cachés, des peurs que je m'étais cachées, des angoisses que je m'étais cachées, où je m'interdisais peut-être d'exprimer, j'en sais rien. Pour être très franc, j'ai jamais essayé d'analyser pourquoi. Donc en fait, ça, plus ça, plus ça, plus ça, c'est génial, parce que du coup, je me libère, moi. Et j'ai l'impression d'être super plus serein, quoi. Aujourd'hui, je suis là. Je suis en forme, j'ai des gosses qui m'aiment, j'ai une vie qui est plutôt sympa. Ouais, ben j'ai envie de la vivre, ma vie, quoi, puis de m'éclater. C'est ça, le truc. Et ça, c'est justement, il y a eu un phénomène de manque, et je me suis aperçu qu'il y avait eu un phénomène de manque. Et je le découvre aujourd'hui, mais c'est génial. 65 ans, je redécouvre une nouvelle vie, moi. On ne peut pas mieux faire. Il faut espérer qu'elle dure longtemps. Mais c'est ce plaisir de pouvoir partager. De partager ce que j'ai toujours caché à tout le monde sur ce métier. J'ai plaisir à le raconter. J'ai plaisir de découvrir des tas de choses que je ne connaissais pas autour de moi, quoi. Les gens qui m'entouraient, les gens qui essayaient de m'approcher, mais que je ne laissais pas approcher. Voilà, il y a tous ces trucs-là, quoi. Et ça, c'est fabuleux, quoi. Est-ce que c'est que l'écriture ? Est-ce que c'est le fait d'arrêter d'aller sur ces zones ? Est-ce que c'est le fait de vieillir ? Est-ce que c'est le fait de s'être posé énormément de questions ? Est-ce que c'est le fait d'être plus calme, d'être plus détendu ? Je ne l'ai pas analysé. Et je pense que je vais continuer à faire ce que j'ai toujours fait, c'est de ne pas essayer de l'analyser. Après tout, je suis heureux. Pourquoi je vais essayer d'analyser mon bonheur ? Je ferais mieux d'analyser le bonheur des autres. Je pense qu'eux m'apprendront des choses.